Bonjour à tous. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui. Nous espérons que jusqu'ici, l'événement se passe bien pour vous. Donc, nous sommes Inactus TBS et nous avons remporté la compétition nationale ici même l'année dernière avec notre projet WEFIR, ce qui nous a mené à la compétition internationale en Hollande. Donc, nous avons remporté la seconde place et nous sommes vice-champions du monde. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire la présentation et nous espérons qu'elle vous sera d'un intérêt très utile. Merci. This is our tragic destiny, a destiny where mankind is the primary actor, a destiny where the humanization avec la déshumanisation, la destruction, l'extinction, la pauvreté est devenue donc la norme. La terre est devenue infertile. Les peuples meurent de faim. Le chaos est là. Et ceci malgré ces ressources, la récession économique, malgré l'agriculture. Nous avons donc une pénurie en eau et les agriculteurs utilisent des engrais. Cette pratique empoisonne le sol et provoque des dommages à notre vie. Les plus belles oasis de notre vie, nous avons la côte la plus polluée avec 60% maintenant de la terre qui est polluée et plus de 650 millions de personnes qui risquent la famine. La pauvreté du sol impacte tout. Nous savons que l'impact est déjà là. L'utilisation d'engrais est également dévastatrice. Nous devons répondre. Inactus Tunisia, nous sommes convaincus par le pouvoir de l'action collective de notre pays afin de créer le changement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol numéro 50. Nous vous demandons de bien vouloir fermer vos ceintures et profitez bien de votre vol sur WEFIR. Ceci est appuyé par M. Yassine Hadri pour créer des formules d'engrais qui soient biologiques. Nous avons commencé dans le sud avec notre premier produit, avec de grandes quantités d'engrais naturels. Nous avons élaboré un mélange d'engrais biologiques et cette formule permettre d'utiliser 26 tonnes mensuellement avec l'appui des agriculteurs et l'équipement requis. Il est vendu à $13 par kilo, ce qui est 80% moins cher que toute autre alternative. Cet engrais permet la structure du sol et améliore l'oxygène de 30% dans le sol
et améliore donc la fréquence d'arrosage de 25%. Nous sommes passés à 6 tonnes de déchets de palmiers et nous avons créé le biochar pour réduire la salinité des sols et améliorer la disponibilité des nutriments. Avec une combustion des déchets des palmiers, cela peut améliorer l'efficacité. Avec une capacité de 2 tonnes hebdomadaires, le biochar est vendu dans des sacs de 10 $ pour 6 $ pour permettre à WAFI de générer 26 000 $ et plus d'employés. Chers passagers, nous en arrivons à notre destination sur la côte de Tunisie, avec les leaders tunisiens nous pouvons utiliser maintenant donc 20 tonnes de déchets de volaille par jour pour engrais, avec de l'azote, du phosphore et du potassium pour bien nourrir les sols. Cela se fait en séchant donc les déchets de volaille, et nous avons une capacité de production de 6 tonnes par jour. Le produit maintenant est vendu dans des sacs de 25 kg pour 8 $, ce qui fait que cela revient à 38% moins cher que ce que nous avons sur le marché tunisien. Nous avons pu employer ainsi 5 employés de plus. Maintenant, nous sommes dans cette région. Au-dessus de cette région, nous avons créé notre produit, un engrais liquide à partir de métaux, avec un très bon effet sur les plantes, en apportant une protection des plantes, des végétaux contre les insectes nocifs, grâce à l'aide de 2 agriculteurs locaux. Ces engrais ont pu être vendus et cela permet de générer plus de 8 000 $ avec 40% d'amélioration par rapport aux produits que nous trouvons sur le marché. Ceci est approuvé par des laboratoires certifiés en Tunisie, avec 40% de coûts de moindre et 52% moins cher que ceux qui sont importés. Nous vendons 90% de notre production et 10% sont offerts aux agriculteurs locaux. Et ceci est boosté par notre réseau, avec la présence des médias et les promotions de produits locaux. Nous avons promu également un modèle B2B avec les agriculteurs et les coopératives dans l'ensemble du pays. Nous pouvons voir ici un revenu total de 244 000 $ de revenus nets, 30 000 $ à la fin de 2023. Nous allons générer un revenu additionnel de 128 000 $ avec un revenu net de 16 000 $. Parallèlement à nos propriétaires de ce projet, nous assurons les besoins en engrais. Et nous avons un impact de sur 250 agriculteurs en réduisant les dépenses de 12% en matière d'engrais et en leur apportant des conseils afin de réduire les dépenses publiques. Comme la terre-mère est notre priorité, nous avons contribué à réduire les déchets naturels de 200 tonnes d'émissions de CO2 en minimisant les importations d'engrais et en optimisant notre chaîne d'approvisionnement en 8 mois seulement. Je pense que nous allons bientôt atterrir. Oui,
En plus que de notre 4 engrais, nous avons développé 2 autres formules en recyclant des résidus avec un processus de certification ISO pour appuyer notre stratégie de vente et de marketing. Comme nous savons que la plupart des agriculteurs manquent de savoir dans ce domaine, nous avons mis au point une application mobile pour les aider. À la fin de 2023, nous avons pu améliorer la production de 1,2 million. Par conséquent, nous avons généré 792 000 $ pour un total de 17 emplois créés en 3 ans. WEFIR est capable de générer un revenu total de 4 650 000 $ et d'employer 340 personnes avec un impact de 4 900 agriculteurs et augmenter la fertilité de leur sol en améliorant le secteur agricole. En 5 ans, nous avons pu dupliquer cette formule dans la région MENA. Chers passagers, nous vous demandons de rester assis puisque nous allons bientôt atterrir. Nous sommes tous unis pour un seul objectif, répondre à 12 ODD. Nous avons consacré 45 000 heures pour avoir un impact sur les communautés et avoir 1200 kilomètres pour que cette vision devienne réalité. Nous souhaitons la prospérité, nous voulons la générosité, nous voulons la solidarité humaine, nous voulons l'abondance et le progrès sur notre planète. Nous sommes Inactus Tunisie. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. J'ai l'impression que les applaudissements n'étaient pas vraiment... Voilà, oui. Merci à ces demoiselles. Je rappelle, TBS, c'est une université publique tunisienne, effectivement, et qui depuis quelque temps est en train de percer. Alors on me dit qu'il y a une autre vidéo. Est-ce qu'elle va passer maintenant ou elle va passer plus tard? Ah, maintenant elle va passer? Voilà. Vous n'êtes pas... vous allez vous régaler encore une fois. Alors, on va regarder ensemble cette vidéo d'Enactus, toujours. Je suppose que c'est le fait d'avoir été finaliste donc, de la conférence en Hollande. C'est bien ça, effectivement. Alors, on va lancer cette vidéo et puis on va aller dans le prochain panel qui vous attend. This is Enactus Tunisia. Students from Enactus INSAT founded ZegoFilter, a Tunisian green startup with the goal to improve the quality of life of citizens by reducing the risk of urban flooding and decreasing marine pollution. ZegoFilter specializes in the development and marketing of a filtration system that is installed at the entry points of a drainage network. The ZegoFilter product is a metal mesh device which is placed over drain entry points and prevents coagulated sludge and macroscopic waste from causing urban flooding and protects against sea pollution. OrthoPro is a project created by Enactus ESG with a vision of democratizing orthopedic devices and making accessibility to them a right for everyone. Prostheses are extremely expensive and inaccessible to many people. The idea of this project was to develop domestically a prosthesis for leg amputees of competitive quality and at a reasonable price. Behind these examples of innovation and new business ventures is Enactus Tunisia.
the largest experiential learning platform in the country, developing next-gen leaders with a head for business and a heart for the world. Every year, Enactus Tunisia changes the lives of more than 3,600 next-gen leaders from around the country on over 83 campuses. In turn, the students of Enactus Tunisia are changing the country and the world with their innovative ideas, business initiatives, and positive contributions. Enactus Tunisia engages students to become next-gen leaders with an entrepreneurial mindset and a hard-earned understanding of business principles which aim to improve the world. Enactus Tunisia trains, supports, and incentivizes students to create, implement, and measure the impact of the businesses they create within the framework of the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations for 2030. Enactus Tunisia students invested over 22,000 hours into creating businesses that immediately impacted 7,800 people, with 43 projects and 20 businesses created per year. If you care about who will lead us next, if you care about making a positive impact on the world's greatest challenges, if you care about preparing the next generation to responsibly drive the economic, social, and humanitarian initiatives, invest with Enactus. Enactus Tunisia and its funding partners inspire and engage students to understand that business is a force for good. Learn more and co-create positive impact with us at Enactus. Bravo au chapitre tunisien d'Enactus. Abdelaziz Darou, Thija Bahvey, viens à côté de moi. Voilà, c'est le vice-président d'Enactus. Madame Khaoula Khtimi Boussama, c'est la présidente. Elle est en voyage aujourd'hui, mais son vice-président est là. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout le travail qui est en train d'être fait, d'avoir des pépites donc, de ce genre, pas uniquement elle. Lorsque j'assiste souvent en tant que membre du jury donc, dans le concours Enactus, et je peux vous dire que cette salle-là, celle qui est à côté aussi, grouille de monde, c'est incroyable ce potentiel qui existe avec le projet Enactus. Eh ben, il faut les remercier, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Hein. C'est ça. On applaudit encore nos jeunes. On applaudit, merci beaucoup. Une dernière chose, sachez que pendant 40, 50 ou 60 dernières années, on a fait de la croissance pour la consommation. L'avenir, c'est la croissance pour la survie. Et merci. Merci. C'est à méditer. Votre chaise, c'est par là. Vous avez terminé avec là. Voilà, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va plonger dans un deuxième panel qui s'intitule « Culture entrepreneuriale et création d'opportunités ». Et j'ai besoin d'avoir Madame Feten Ayari à côté de moi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Siwelid Barhoumi, il est là. Vos applaudissements aussi. Avec Siwelid, Madame Imen Rlel également. Hein, donc, voilà, elle est là, Imen. Alors, un honorable invité qui nous vient du Gabon, Monsieur Séverin Lekumba, il est là. Et Mesdames Marjorie Montoniès et Madame Séverine Intini qui nous viennent de Bruxelles. Je vous prie de me suivre. Excusez-moi. Attention. Voilà. J'aurais besoin d'une chaise, s'il vous plaît, pour les organisateurs. Une chaise, s'il vous plaît. Siliès. Alors, dans ce panel, on va parler de culture entrepreneuriale et création d'opportunités. Je vous présente Madame Feten Ayari, qui est responsable espace entreprendre de Sousse à l'ANETI. Monsieur Walid Barhoumi, qui est maître de conférence, et Madame Imen Rlel, chef de division ANETI, qui vont parler d'une loi très importante, c'est le statut de l'étudiant entrepreneur. Et puis nous aurons également l'intervention de Monsieur Séverin Lekumba,
qui est directeur administratif et de la stratégie donc de la PNPE, donc c'est un peu le service public de l'emploi du Gabon. Et on terminera ce panel avec les présentations de Madame Montagnier et Madame Intini, qui sont des gestionnaires de projets de partenariat Actiris, donc dans la région Bruxelles-Capitale. Alors, durant ce panel, on va s'atteler sur des considérations, comment identifier les entrepreneurs potentiels, quelles démarches, quelles synergies entre les bureaux d'emploi, entre les structures de l'emploi et puis les universités, les centres de formation, et également donc quel parcours et quelle coordination. Et je vais donner à chacun des intervenants une dizaine de minutes, voilà, pour M. Barhoumi, une dizaine de minutes à partager avec Mme Imen Rlela et avec donc un témoignage de celui qui a profité. C'est Kerem voilà, Chati qui est avec nous également. Donc je vais commencer, il est là, voilà, on va le saluer, vous allez être sur le pupitre tout à l'heure. Donc 10 minutes, vous me donnez 2 minutes pour vous poser des questions, 8 minutes pour votre présentation. On fait comme ça? Madame Fetten, sous vos applaudissements s'il vous plaît, merci. Vous pouvez venir sur le pupitre si vous voulez. Hein. Madame Fetten, vous pouvez venir sur le pupitre ou restez quand vous voulez, soyez à l'aise. Allez-y. Super. Merci pour les 5 minutes supplémentaires. Je suis gentil aujourd'hui. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je souhaite à la grande famille des SPE dans le monde la bienvenue en Tunisie et j'espère que la conférence de Tunis sera enrichissante pour nous tous. Je vais essayer brièvement de présenter l'offre de service de l'ANITI pour qu'on puisse plus tard passer aux échanges. Donc les missions de l'ANITI peuvent être regroupées en 4 grands axes. Le développement de l'esprit entrepreneurial qui vise tout le monde. L'accompagnement personnalisé qui peut être individuel ou collectif, la promotion du partenariat, parce que nous savons que nous ne pouvons pas créer des entreprises tout seuls, donc on est partenaire avec tous ceux qui ont une relation de près ou de loin avec la création d'entreprises, et l'accompagnement spécifique qui vise généralement un public qui n'est pas forcément le nôtre, comme par exemple les sortants des centres de rééducation des jeunes délinquants, ou l'accompagnement des personnes ayant des activités informelles. Et pour nous, c'est un grand dossier, sauf que cette population, elle est un peu invisible, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure dans d'autres panels. Et il y a aussi les migrants de retour, donc toutes ces populations qu'on pourrait mettre dans des programmes spécifiques. Et pour... l'ANITI, quand même, définit ses cibles comme suit. Le grand public, c'est tout le monde, en fait, les chercheurs d'emploi, les étudiants, les sortants des universités, des centres de formation professionnelle. Il y a aussi les créateurs potentiels. C'est les personnes qui veulent créer des entreprises, mais qui n'ont pas d'idée de projet. Les créateurs révélés sont les personnes qui sont capables de formuler une idée ou qui sont capables de préparer un BMC, y compris les personnes qui ont des activités informelles. Les créateurs confirmés sont ceux qui sont capables d'élaborer un plan d'affaires. Et bien sûr, les créateurs installés, qui font bien sûr partie de nos cibles, sont ceux qui finissent par créer une entreprise. On les cible comme ça pour qu'on puisse quand même les placer quelque part dans notre dispositif. Et pour ces différentes cibles, l'ANITI offre un parcours d'accompagnement généraliste, transversal, inclusif et collectif et individuel que je vais essayer de détailler tout à l'heure. Pour déployer son offre de service, l'ANITI met à la disposition de ses usagers une bonne infrastructure, 22 espaces entreprendre, 70 unités de promotion de la micro-entreprise, 180 conseillers en création d'entreprise et surtout 140 formateurs certifiés dans différents domaines, dans des ateliers de design thinking comme Moren, des formations en gestion comme GERM, l'éducation financière, la formation des formateurs en soft skills. Et la majorité, enfin, il y a une grande partie de nos programmes qui ont été élaborés avec une étroite collaboration avec le BIT, que je salue d'ailleurs. L'ANITI opère dans un écosystème, dans l'entrepreneuriat.
Et nous sommes pratiquement partenaires avec le secteur public, comme l'API, l'APIA, l'Agence de promotion de l'industrie, des investissements agricoles, l'ONA, l'artisanat, et le secteur privé, les incubateurs, les pépinières d'entreprise, les accélérateurs. On est partenaire avec tous ceux qui font partie de l'écosystème. Donc, pour détailler un peu cette offre de services, je commence par l'idéation. Nous fournissons beaucoup de programmes de formation notamment, comme des ateliers de sensibilisation à travers un programme qui s'appelle « Créer votre entreprise, pourquoi pas », des ateliers de design thinking comme Maureen, organiser votre projet, des soft skills. Et nous proposons même parfois des stages pratiques en entreprise. Les SPE, ce n'est pas nous, ce n'est pas les SPE, c'est des stages pratiques en entreprise. Et en fait, le but de l'idéation, ce n'est pas de donner une idée de projet toute prête à l'entrepreneur, c'est plutôt de l'outiller, à trouver de lui donner une boîte à outils pour trouver lui-même une idée de projet. D'ailleurs, celui qui vous donne une idée de projet, sachez que c'est une mauvaise idée, parce que si elle était bonne, il la garde pour lui. Donc, l'incubation, généralement l'incubation commence par l'élaboration du plan d'affaires, mais parfois elle commence aussi par le stage pratique en entreprise pour que la personne se familiarise avec le milieu des affaires et prendre connaissance des aspects techniques du projet. Et ça finit bien sûr avec la présentation du dossier à l'organisme de financement et même l'octroi de l'autofinancement à travers un fonds qui s'appelle Intilec. Le rôle de l'ANETI ne s'arrête pas là. Nous allons jusqu'à l'accompagnement post-création. Nous faisons des visites régulières aux entrepreneurs. Nous proposons des formations en gestion. Nous proposons aussi des formations techniques parce que y a des personnes qui sont excellentes dans des domaines techniques mais mauvais en gestion. Mais aussi, il faut qu'on renforce leur capacité dans les domaines techniques pour qu'ils puissent avoir d'autres marchés ou des marchés supplémentaires. Donc, on est très proche de nos entrepreneurs. On leur propose aussi des soft skills pour affermir leurs compétences dans le leadership et dans d'autres domaines. Et nous octroyons même une bourse d'accompagnement pendant 12 mois. C'est une petite bourse de 200 dinars, mais elle est utile pour qu'ils puissent subvenir à quelques petits besoins. Donc, si je résume, et je ne vais pas m'attarder longtemps, nous avons choisi les escaliers parce que pour nous, les escaliers, c'est très important. D'abord, il y a du mouvement et surtout qu'il y a des paliers. Donc, la personne, elle va venir à l'ANETI. Pour trouver une idée, il va participer à des ateliers de sensibilisation, il va faire des entretiens individuels, des ateliers de design thinking. Donc, c'est le premier palier pour qu'il trouve une idée. Ensuite, il va tester si son idée présente une opportunité, donc il va faire un stage pratique en entreprise, une formation entrepreneuriale, il va élaborer son étude de marché et un plan d'affaires. Ensuite, nous allons proposer son dossier à l'organisme de financement et il va arriver à l'accord de principe. L'accord de principe est la dernière étape de l'incubation et je pense que nous faisons une pause. Notre accompagnement fait une pause à ce point précis parce que pour créer réellement l'entreprise, il faut que la personne saute dans le vide. C'est toujours un risque, la création d'entreprise, et je pense que ce n'est pas notre rôle de pousser cette personne, bien que nous avons très envie de le faire. Nous avons très envie, parce que le taux d'installation est très important pour nous, mais nous laissons la personne prendre sa décision elle-même, parce que quand même, il y a 30%, et même plus que 30% des personnes qui obtiennent des accords de principe, ils ne créent pas leur entreprise, pour des raisons multiples. C'est des raisons qui sont propres à eux, ou c'est une question d'environnement, ou une question de financement. Donc nous, et je pense que c'est injuste d'évaluer notre dispositif par le simple critère de l'installation. Bien sûr, l'installation est très importante, et c'est un critère de grande importance, mais il faut qu'on évalue notre offre de service par palier. Par palier, par exemple, les personnes qui sont passées par l'idéation, combien de personnes ont fini par faire un BMC? Ensuite, dans l'incubation, combien de personnes ont fini par faire un plan d'affaires bancable, etc., etc. Alors moi aussi, je ne voudrais pas vous bousculer, je suis là. Il vous reste 1 minute dans la présentation. Ça y est, j'ai terminé presque. Donc l'ANETI, son rôle ne s'arrête pas là.
Quand la personne décide de créer son entreprise, il y a la tour de contrôle de l'ANITI qui va l'accompagner. Et puis l'ANITI s'améliore. Nous avons des projets en cours d'élaboration. Nous voulons réviser nos méthodologies et nos outils d'accompagnement. Nous sommes en train de mettre en place, sous la tutelle du ministère et avec la collaboration avec la GIZ, nous sommes en train de mettre en place une offre de services dédiée à l'ESS et nous sommes en train de préparer le lancement des clubs business coaching. Pour moderniser nos outils, nous avons déjà conçu un outil de profilage entrepreneurial. Nous voulons intégrer d'autres outils beaucoup plus attractifs dans l'idéation. Nous comptons digitaliser une partie de nos services parce que les jeunes, ils ont changé, donc ils sont beaucoup plus connectés. Et surtout, nous voulons concevoir un outil de diagnostic pour mieux comprendre les besoins de l'entreprise créée en post-création. Nous sommes en train de mettre en place une offre de services dédiée à l'ESS, donc c'est encore... Et surtout, les clubs business coaching, c'est pour donner plus d'échanges et plus de réseautage aux promoteurs et plus d'échanges. Voilà. J'ai terminé. Merci. Donc, c'est juste, je voulais juste finir par ça, parce que c'est important pour nous. L'escalier Oui, l'escalier, justement. En fait, c'est vrai qu'elle est belle, notre offre de service, mais tout n'est pas rose. C'est-à-dire que je vais vous mentir si je vous dirais que tous les jours, nous sommes en train de fêter de grandes réussites dans les espaces entreprendre. Des grandes réussites, oui, il y en a, et tous les jours, mais nous vivons aussi de grandes déceptions. Et justement, moi je pense que notre rôle, nous, les SPE, c'est de fournir ces escaliers pour que les gens puissent monter et descendre à leur guise, pour qu'ils puissent voir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. Et si je vous dis que la majorité des personnes qui ont gravi des marches avec nous, mais qui n'ont pas fini par créer une entreprise, ils nous disent tous que le fait de faire des ateliers de design thinking, le fait de participer à nos formations entrepreneuriales, ça leur a aidé à trouver du travail plus vite que les autres. Donc soyons fiers de ce que nous faisons, parce que nous avons l'un des plus beaux métiers du monde. Et je vous remercie. Et rien que le fait, je ne sais pas si vous l'avez senti ou pas, mais rien que le fait de parler comme ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que ce que j'ai senti personnellement, et je le dis sans friture, là, il y a un engagement. Voilà. Il y a la PDG qui vous appelle. Alors, je ne sais pas si c'est une promotion. Je ne sais pas encore. Voilà. Madame Ferihan, est-ce qu'il y a une promotion ou... Elle dit « j'aurais bien aimé ». Voilà. Alors, merci pour ce témoignage. Moi, je voudrais peut-être très très brièvement, vous avez été excellente, Madame Ayari, à nous parler de ça et surtout avec beaucoup de sincérité, de frustration aussi. Il y a un peu de frustration. Justement, j'ai regardé avec intérêt ce slide très intéressant sur la synergie qui pourrait avoir l'ANITI avec la Banque tunisienne de solidarité pour le financement, avec d'autres structures d'accompagnement. Ça aussi, c'est très important et je comprends votre frustration. Je comprends votre frustration parce que, au final, ceux qui nous écoutent essayent de dire « l'ANITI a fait quoi ? Moi, je ne suis pas parvenu à réaliser mon projet. » Mais finalement, ce n'est pas uniquement l'ANITI. C'est tout l'écosystème. Alors, je voudrais vous interpeller sur cette synergie-là. Vous l'évaluez comment ? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création d'entreprise, ce n'est pas l'affaire d'une seule structure. Il faut que tout le monde œuvre pour ça. Et il faut que tout le monde fasse une offre de service digne pour réaliser cet objectif. L'ANITI prépare des gens, mais elle ne peut pas être responsable pour la réalisation. Il y a l'environnement d'abord. Il y a la banque, même la BTS, et c'est une réalité, il faut que je le dise, la BTS est un excellent dispositif qui n'existe pas dans le monde. La BTS, c'est une structure de financement qui accorde des crédits sans garantie. Je vais vous choquer peut-être, mais les papiers qui sont demandés par la BTS, c'est la carte d'identité nationale, c'est la qualification professionnelle et c'est les devis.
C'est Et le ils, devis ont, et ils ont un taux de recouvrement qui dépasse les 90%, il faut le dire. Hein. Oui. C'est une structure, pour ceux qui ne le savent pas, de méso et de microfinance. Elle est dans la méso et la microfinance, et c'est une banque d'État qui, à un certain moment, recevait des subventions de l'État tunisien, mais qui, au bout de quelques années, est devenue excédentaire. Finalement, elle ne reçoit plus de subventions de l'État tunisien, elle est excédentaire sur un créneau qui aurait pu être risqué. Très risqué. Parce que c'est des gens qui n'ont pas des garanties, des fois qui n'ont pas d'expérience. Donc c'est vrai que la BTS, pour moi, c'est un acquis qu'il faut préserver et qu'il faut garder. Par contre, des fois, quand la personne demande par exemple 100 000 dinars et que la banque accorde que 80 ou 70, c'est là où peut-être qu'on est en train d'aider à créer des entreprises en difficulté dès le démarrage. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Mais par contre, s'il y a une bonne synergie entre les structures d'appui comme nous, la banque, les autres structures, parce que nous, on est toujours sur le transversal. Tout à fait. Mais il y a aussi des structures spécialisées comme l'ONA, qui peuvent aussi apporter un accompagnement technique, comme l'API, comme l'APIA, dans tout ce qui est agricole. Et si cette synergie fonctionne ou cette mayonnaise prenne, je pense quand même, malgré tout, que l'environnement de la création d'entreprise n'est pas mauvais en Tunisie. Peut-être qu'il y en a trop, peut-être. Mais dans le hobby maqatala. Ça, c'est idiomatique, je ne peux pas le traduire. Mais je remercie beaucoup, merci. Madame Fettanariari, merci pour toutes ces précisions. Alors, on va basculer sur un autre concept tunisien. Alors, je ne sais pas s'il existe un peu dans le monde, mais depuis quelque temps, nous avons adopté une loi sur le statut de l'étudiant entrepreneur. Le projet Selim va vous être présenté par Si Walid Barhoumi, qui est maître de conférence, et Madame Iman Rlele, qui est chef de division donc à l'ANITI. Et vous allez avoir également donc le témoignage de Sikerem Chati, qui est étudiant, qui a bénéficié de ce statut d'étudiant entrepreneur et qui sera là pour vous parler de son expérience. Donc à vous, alors, je ne sais pas comment vous allez faire en 10 minutes. On va partager. Vous allez vous partager les présentations. Allez-y. Merci. Donc je vais essayer d'être un peu bref. Donc le pôle étudiant entrepreneur, donc je vais commencer par le statut. Donc c'est le cadre qui définit les avantages qui sont offerts à ces étudiants qui portent des idées de projet. Donc la réflexion a commencé depuis 2017-2018 dans le cadre du projet Salem. Salem, c'est un projet Erasmus+, qui a été financé par la Communauté européenne. Donc la circulaire n'a été publiée qu'en 2019 et on a lancé officiellement en 2020. Donc pour vous dire tout simplement qu'on a pris du temps pour avoir une bonne version. Donc on a commencé par déployer le statut dans 2 universités pilotes, Carthage et Sfax, pour garantir un peu le dispatching géographique, et ce sont les plus grandes universités en termes de nombre d'étudiants. Et actuellement, le statut est déployé dans toutes les universités tunisiennes, à part l'UVT, puisque c'est une université qui enseigne à distance, donc c'est pour cela que... L'UVT, c'est l'université virtuelle de Tunis. Hein, de Tunis, exactement. C'est quoi le statut? Donc c'est un statut spécial qui est accordé aux étudiants porteurs d'idées de projet. Mais réellement, lorsqu'on l'a déployé sur le terrain, donc on a donné ce statut à chaque étudiant qui est motivé, qui ose à entreprendre. On a utilisé le mot « oser » le matin, donc c'est ça ce qu'on cherche. Il y a 3 niveaux dans le statut. Donc on s'est inspiré du statut français, du statut de ce qu'on appelle les pépites en France, sauf qu'en Tunisie, on a défini 3 niveaux dans le statut. Donc il y a le niveau initiateur pour ceux qui ont l'idée. La motivation, en d'autres termes. Le statut au niveau innovateur pour ceux qui ont déjà une première version du business plan. Ils ont commencé à identifier des clients, ils ont fait l'étude de marché et tout ça. Le 3e niveau, c'est le niveau promoteur pour ceux qui ont déjà créé leur entreprise. Et on a déjà des étudiants qui ont déjà créé leur entreprise. Et plus qu'on avance sur le niveau, plus qu'on a des avantages. Ce statut, il dure 1 année reconductible. Et il offre plusieurs avantages. Donc, je vais partager les avantages avec Imen. Donc, mais il y a des avantages académiques qui sont très importants. Sachant qu'on a défini ces avantages en concertation avec les étudiants. Le problème en Tunisie, c'est que les étudiants qui ont des idées de projet, ça s'arrête au niveau de hackathon. Ça s'arrête au niveau de compétition. Ils n'osent pas entreprendre. Pourquoi ils n'osent pas entreprendre? Puisqu'ils sont obligés de choisir soit leur étude, soit leur projet de création d'entreprise. Et ce n'est pas évident. Surtout pour des étudiants dans des écoles d'ingénieurs, par exemple. Ils ont 45 heures par semestre, donc ils ne trouvent pas le temps pour avancer sur leur idée de projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir réussir les 2 en même temps. Donc il y a des avantages académiques, tels que la possibilité, par exemple, de valoriser les unités transversales. On a toujours des unités transversales qui tournent aux alentours de l'entrepreneuriat. Si l'étudiant il est en train de créer son entreprise, donc il n'a pas besoin de suivre ces modules.
sachant que l'étudiant il est déjà accompagné par un enseignant de proximité qu'on les appelle les référents. Par exemple, la possibilité de fournir la flexibilité dans l'emploi du temps pour qu'ils puissent partager dans des événements. Par exemple, la possibilité de travailler sur leur projet de création d'entreprise en tant que PFE. Ça n'existait pas auparavant. Les PFE, les projets de fin d'études en Tunisie, ça doit être soit dans une entreprise, soit dans un labo de recherche. Il y a aussi, et ça c'est très important, et ça rejoint ce qui a été dit par Mme Ayari, la possibilité de statuer sur le diplôme que l'étudiant il a été un étudiant entrepreneur. Surtout pour ceux qui n'arrivent pas à créer leur entreprise. Ça leur permet de s'insérer facilement dans le marché d'emploi, soi-disant, même au niveau de middle management, on parle de plus en plus maintenant d'intrapreneuriat. Il y a aussi des avantages de formation et d'accompagnement personnalisé et de réseautage, et ça c'est très important. On le fait d'une manière périodique, on invite des business angels par exemple, et on invite les étudiants les équipes qui ont des projets qui sont bien avancés pour qu'ils pitchent leur idée devant eux dans l'ambition de trouver des sources de financement. Merci Walid. Donc, on parlait des avantages. Entre autres, il y a les étudiants entrepreneurs pouvaient bénéficier de l'avantage du pôle, de l'espace coworking et du Fab Lab. Parce qu'au niveau du pôle, on a un espace coworking bien aménagé, même pour les horaires, pour les étudiants, comme on vient de le dire, c'était pas aussi facile d'être dans les cours et développer et avancer sur son idée de projet. Donc, ils avaient un espace bien à eux, on peut le dire, et un Fab Lab avec des équipements que pour le démarrage, si tu te rappelles, Walid, c'était le besoin des étudiants entrepreneurs. C'était pas le team du pôle qui a décidé d'acheter quelques équipements pour le Fab Lab, mais pour la première promotion, on a voulu que le besoin soit identifié de leur part. Aussi, un autre avantage, c'est qu'ils puissent bénéficier des laboratoires de recherche, parce que vous savez bien que parfois, avoir une idée et avancer sur un projet nécessite peut-être des analyses à faire, que ça coûte énormément cher. Donc, un autre avantage, c'était que les étudiants qui bénéficient du statut pouvaient bénéficier aussi des laboratoires de recherche. Donc, l'accompagnement personnalisé des étudiants entrepreneurs était assuré par deux corps. Un corps académique et un corps professionnel. Et je rejoins Sienis tout à l'heure quand il a précisé qu'il fallait du terrain. Donc, le corps académique, c'est les référents du pôle. On a commencé par 28 référents qui étaient vraiment engagés pour assurer l'encadrement des étudiants. Et, dans quel domaine, Iman? Voilà. Les 28, on a commencé par 28, mais les 28 étaient de différentes spécialités. Et donc, on a eu bien sûr des réunions au sein du PIC, on a identifié leurs besoins en formation et pour qu'ils puissent monter en compétences déjà. Parce qu'il y en a ceux qui sont dans la gestion, finance, ils ne sont pas tous dans le domaine de l'entrepreneuriat. Justement, je voulais vous poser une question, puisqu'on essaie d'être dans l'interaction aussi, pour donner plus d'informations. Vous avez retenu une vingtaine. D'abord, quel niveau? Est-ce qu'il s'agit de licence, master? Non, là je parle des ingénieur. Référents académiques, pas des étudiants. D'accord. On reviendra après pour les étudiants. Okay. Mais là, je parle de l'accompagnement. L'accompagnement réellement sur terrain, il était assuré par les référents qui sont des enseignants relevant de l'université de Carthage. Donc, on a commencé par 28 référents et qui ont suivi, bien sûr, plusieurs formations pour qu'ils puissent en même temps, après, les dupliquer auprès des étudiants. Et là, on a un accompagnement de proximité. Aussi, donc, pour l'ANETI, moi, j'étais affectée à plein temps avec l'équipe de Walid. Et on avait la chargée de mission, Madame Houaïda Safar. Donc, de mon côté, j'assurais l'accompagnement des étudiants, bien sûr, et le suivi de l'état d'avancement. On assurait ensemble, étant un team
les info-sessions et la formation aussi auprès des étudiants. On a assuré plusieurs formations au sein du pôle aussi pour les étudiants entrepreneurs. Et ensemble, bien sûr, on travaillait, on élaborait le plan de formation, les sessions, le planning. C'est la logistique du pôle. Pour les étudiants, c'est quel niveau? C'est pour les étudiants. Les étudiants Je vais étaient... parler On va voir ça avec Walid. rapidement. Il vous reste Donc, 3 minutes avec Sikerem. D'accord, donc je passe. Donc, le parcours d'accompagnement individualisé des étudiants, une fois qu'ils ont été sélectionnés, parce que c'est une sélection pour avoir le statut, donc une fois qu'ils sont sélectionnés, donc ils passent directement, et là je vais faire vite, ils passent directement au contrat, à la signature du contrat pédagogique et la charte, bien sûr. L'étape suivante, c'est de passer un test de positionnement à travers notre outil, le référentiel de compétences qu'on a développé ensemble avec les référents. Et ils passent après une évaluation à mi-parcours, ils vont pitcher et la dernière étape, c'est de faire une évaluation finale et de voir s'ils vont passer d'un niveau à un autre. Voilà. Je- Si Walid, Pour très, répondre très, à votre... très brièvement, Oui. parce que j'ai besoin de donner la parole à Sikerem Chati. Voilà, il est Bon, juste là. Pour répondre à votre question, donc Oui. ce slide illustre un peu les statistiques de la... Kerem, venez sur pupitre, s'il vous plaît. illustre les statistiques pour la troisième cohorte, par exemple. C'est la première cohorte où on a déployé le statut. Donc, il y avait 163 projets qui ont été soumis. Les projets ils peuvent être portés par 1 à 4 étudiants. Et on a retenu en tout 200 étudiants qui ont eu le statut avec les 3 niveaux. Donc, on avait même des étudiants avec le 3e niveau. Pour les étudiants, ils viennent de tous les établissements parce qu'on a toujours cette illusion que l'entrepreneuriat, c'est fait pour les écoles d'ingénieurs. Tout à fait. Mais réellement, on avait en top 3, on avait l'école de lettres, donc les sciences humaines et sociales, qui excelle. En termes de gender, on a plus de filles que de garçons, tant mieux. Ça, Et- c'est la tendance à Exactement. l'université. Hein. Il y a beaucoup plus de filles que des garçons. Donc Oui, c'est- et sur les 106 projets qui ont été retenus, il y avait la majorité, c'est aux alentours du numérique et du agri-food, puisqu'on a cette composante dans notre université. Voilà. Et pour finir, donc, vous avez posé la question aussi au début. Donc maintenant, suite à ce succès, entre guillemets, du statut en Tunisie, le même statut a été dupliqué plus ou moins dans plusieurs pays africains, Super. tels qu'à Burkina Faso ou à Guinée, où ils ont pris pratiquement le même statut avec les mêmes... Donc, je retiens qu'en matière d'entrepreneuriat en Tunisie, il y a 2 lois, 2 projets qui ont fait émule un peu partout dans le monde. D'abord, le projet de l'auto-entrepreneur et surtout le Startup Act. Sachant que nous Le avons déjà... Startup Act qui a été fait en Tunisie en 2018 et beaucoup de pays actuellement sont en train effectivement abolition, donc de prendre le modèle tunisien et de le dupliquer dans leur législation. Sur les 106 projets qui ont été retenus pour la troisième cohorte, il y avait 12 entreprises qui ont été créées, à part les 9 existants. Il y avait 5 projets qui ont trouvé à lever des fonds. Et on a 2 projets qui ont obtenu le prix label Startup Act, comme vous venez de le dire. Super. Alors, nous avons avec nous Sikerem Chati, donc, qui était étudiant. Alors, vos applaudissements, s'il vous plaît. Hein, donc, parce qu'il est passé par ce parcours. Tout ce parcours-là, donc, il vient de passer par ce parcours-là et il va très brièvement nous parler de son expérience avec le statut de l'auto-entrepreneur. Merci beaucoup. De l'étudiant, pardon. Merci beaucoup. Si vous permettez, je peux switcher en anglais. If you do it, if you want. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier de cette invitation. C'est un véritable plaisir d'être aujourd'hui avec vous et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je serai ici, donc n'hésitez pas à me contacter. Je m'appelle Kerem, j'étais étudiant. J'ai travaillé dans l'énergie et maintenant, je suis cofondateur et PDG de Default, qui est une start-up tunisienne. Nous avons des entreprises et c'est un thème très important. Aujourd'hui, nous avons la demande pour les stations de chargement des batteries électriques pour accélérer la transition vers la mobilité durable. Nous avons été sélectionnés comme les 50 meilleures start-up en Europe concernant la mobilité électrique et nous sommes appuyés également par
les grandes villes en Europe pour tout ce qui concerne le chargement des batteries. Pour les étudiants, dans l'état d'esprit d'un étudiant, ce qui manque, ce n'est pas les connaissances. Les connaissances sont là. Nous avons YouTube, toutes les ressources. Si vous vous rentrez dans une bibliothèque, vous trouverez tout. Tout ce qui se passe dans la Silicon Valley, etc. Mais ce qui manque, c'est la confiance, un cadre qui encourage les étudiants à avancer. Et donc, c'est ce que nous avons pris en compte. Nous nous sommes trouvés dans une communauté avec des personnes qui avaient le même état d'esprit, avec l'appui de personnes plus âgées qui nous ont encouragés, qui nous ont montré ce qu'il fallait faire. Ce type de confiance nous a permis de beaucoup apprendre en termes de soft skills, de communication, comment parler aux investisseurs, comment parler en public, etc. Et c'est une expérience essentielle que j'ai pu avoir, et j'encourage tout étudiant ici dans cette salle à faire partie à des programmes similaires. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de programmes d'entrepreneurs et beaucoup d'initiatives qui permettent ce type de collaboration et ce type d'apprentissage, d'expérience d'apprentissage qui n'est pas simplement théorique, mais qui permettent d'avoir de l'expertise. Si vous êtes intéressé par me parler, nous avons des plans concernant l'infrastructure de batteries électriques. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre standard. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une absence de communication également, car je suis enseignant universitaire et généralement, les étudiants n'ont pas d'idée à ce sujet. Je pense qu'avec vous, avec Aneti, avec le ministère de l'enseignement supérieur, il est donc important de communiquer pour savoir comment les mesures d'incitation existent et de quelle façon on peut les obtenir. Je pense qu'il s'agit d'un effort exceptionnel et il convient de communiquer ce programme. Et je pense que les étudiants doivent être plus proactifs, pas simplement rester à l'université et dans leur bulle et se rendre dans des événements. Moi, j'ai assisté à autant d'événements que de cours. Je devais le faire pour être exposé aux personnes et à d'autres entrepreneurs et d'autres domaines. Et maintenant, vous parlez avec des personnes que vous connaissez. Maintenant, vous parlez même avec des étudiants. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je fais proactivement avec les startups. Nous travaillons avec des personnes des universités pour avoir des expériences pratiques. Donc, si vous êtes intéressé pour nous joindre en tant que stagiaire, n'hésitez pas à le faire. Vous avez un stand sur la place de marché avec notre collègue. Nous sommes ici pour vous parler avec mon équipe. Nous avons un espace qui est dédié donc aux startups, dans l'autre chambre, et vous pouvez donc cette marketplace la visiter tout à l'heure. Merci Si Walid, merci Madame Imen pour Est-il possible de rajouter quelque chose sur le même pas une seconde? 10 secondes. 10 secondes, merci. Donc pour les start-upers aussi, il faut que ils sachent qu'au niveau de l'ANETI, on accorde une bourse de 1000 dinars durant les 5 premières années. 1000 dinars par mois? Oui. Par mois. De 1000 à 5000 dinars. Pour les start-upers? Oui. Et ils sont... Qui ont le label? Oui, bien sûr. Ouais. Et ils sont exonérés de la charge de la sécurité sociale pendant 7 ans. Voilà. Là, nous sommes en train de parler de 2 lois, Startup Act et puis donc le statut de l'étudiant entrepreneur. Merci infiniment pour cette présentation. On va au Gabon, précisément à Libreville, retrouver Monsieur Séverin Lekomba, qui est le directeur administratif et de la stratégie de la PNPE, donc au Gabon. Soyez les bienvenus parmi nous, Monsieur Lekomba. Et avec vous, on va parler d'un dispositif innovant d'accompagnement des demandeurs d'emploi candidats à l'auto-emploi. C'est bien ça? C'est ça. Je vous prie. OK. Merci. Merci. Je veux déjà remercier les équipes de l'ANETI. On a été très bien accueillis.
d'autant plus qu'après cette conférence, on va encore séjourner pour une semaine parce qu'on veut apprendre beaucoup de l'ANETI. Merci. Alors, le Gabon, c'est un petit pays de 266 667 km². C'est à peine 2 millions d'habitants. L'économie se repose sur l'exploitation pétrolière, minière et forestière. Et nous avons un taux de chômage aujourd'hui de 20,7%. Et 90% des chômeurs encore sont des jeunes. Et voilà, nous sommes en train de trouver des solutions pour pouvoir accompagner ces jeunes parce que c'est de notre ressort de proposer des solutions, de faire en sorte que ces jeunes-là sortent du chômage. Et donc, nous avions réformé notre service public d'emploi depuis 2021, qui était à l'époque Office national de l'emploi et qui est devenu le pôle national de promotion de l'emploi. Tout simplement, on a ajouté d'autres missions, notamment la mission d'accompagner des auto-entrepreneurs. Merci. Je peux avoir... Le pointeur, il est là. Ok, désolé, merci. Alors, le contexte aujourd'hui très simple. Au Gabon, il y a le premier employeur, c'est l'État. L'État qui est le premier employeur. Et ensuite, nous avons le secteur privé. Je ne sais pas pourquoi. Le secteur privé. Et nous avions... attention, j'ai un souci ici parce que... Vous avez, sur les combats, j'ai l'impression que vous avez terminé. Ah oui, non. Donc, on a 3 possibilités d'insertion aujourd'hui. Donc, soit les personnes vont travailler pour l'État, la fonction publique, soit les personnes vont au privé. Là encore, les entreprises, ce sont les grands groupes qui ne créent pas suffisamment d'emplois. Et même quand elles arrivent à créer, ce sont des emplois de très haute technicité dont le marché local, la main-d'œuvre locale n'arrive pas à couvrir. Voilà, parce que ce sont les emplois dans le domaine technique du pétrole, de l'exploitation minière ou encore de la transformation du bois. D'accord, merci. Et donc, nous avons eu un souci, c'est qu'avec les réformes de FMI, on est obligé de suspendre les recrutements de la fonction publique parce qu'il faut réagir sur le budget de l'État. Et ça a créé un chômage énorme des jeunes. Et donc, nous avons jugé mieux d'explorer le côté auto-emploi. Mais la difficulté que nous avons à l'auto-emploi aujourd'hui, c'est le financement au Gabon. Parce qu'il n'y a pas, comme ici en Tunisie, une banque de l'État qui finance les auto-entrepreneurs. Donc, on a conçu un mécanisme qui est très simple parce que les missions des services publics d'emploi sont 3. Donc, il y a l'intermédiation, il y a l'employabilité et aujourd'hui l'auto-emploi. Donc, dans notre code du travail, il y a des dispositions qui amènent à ce que lorsque nous mettons un jeune en stage pour améliorer son employabilité, l'employeur doit reverser une quote-part au service public d'emploi équivalent à 18% de l'indemnité du jeune pour pouvoir payer sa sécurité sociale et pour faire le suivi administratif. 18% 18% de l'indemnité du stage. C'est-à-dire un jeune qui gagnerait 10 000 dinars tunisiens. À la fin du mois, chaque fin de mois, l'employeur nous reverse 1800. Voilà. Et lui, il ne reverse rien? Il reverse aux jeunes une indemnité. Non, le jeune, il ne reverse rien. Non, rien du tout. Et donc, ces 1800 dinars que nous prenons, il y a une partie qui va pour la sécurité sociale du jeune stagiaire et une autre partie qu'on constitue un fonds de garantie pour faciliter le financement des projets d'auto-emploi. Aujourd'hui, ce fonds est à un peu plus d'1 million d'euros. Nous avons pour ambition qu'il atteigne 5 millions d'euros parce qu'au regard du volume. Donc, c'est le premier dispositif qui existe et qui a permis aujourd'hui d'installer à peu près 500 promoteurs. Il faut aussi dire, on en a parlé, le taux d'échec qui est très important sur les 500 entrepreneurs installés. Nous avons plus de 300 qui sont carrément morts et donc il y a à peu près 150 qui aujourd'hui subsistent. Autre élément, c'est nous avions également des grands groupes tels qu'Eramet, Total et autres au Gabon. Donc nous avons discuté avec ces entreprises pour pouvoir recycler leur RSE. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Ce n'est pas un service public de l'emploi. Le deal, c'est de dire que vous ne pouvez plus recruter. Vous aviez 10 millions de RSE annuels. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? On va regarder certaines activités qui peuvent être externalisées. Et ensuite, on va se servir de votre RSE pour créer des petites entreprises qui vont être en partenariat avec vous.
Nous l'avons fait avec une entreprise du groupe Eramet qu'on appelle Koblo, qui est dans l'exploitation minière au Gabon, du manganèse, qui a permis d'acheter 20 véhicules neufs à des jeunes pour pouvoir non seulement faire le métier de taxi, mais également s'occuper du transport de leur personnel. Parce qu'il faut savoir que cette société se situe à 700 km de Libreville, la capitale. Et donc, il y a un mouvement important entre Libreville et cette ville minière. Et pour éviter à cette compagnie tout le temps de mobiliser ses véhicules, donc ce sont ces jeunes-là qui vont s'occuper du transport, moyennant le paiement de quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, vous sollicitez l'entreprise, la majeure entreprise là, voilà. pour essayer de donner des fonds sur sa responsabilité sociétale. Oui. Et ce fonds-là, ça a un impact social, parce que d'une part, il va engager des jeunes qui vont acheter des taxis. Oui. Ils vont essayer de ramener tout ce beau monde-là de cette société-là. Et là, nous avons un impact environnemental qui a été finalement bouclé. Et puis, nous avons un impact social et un impact économique également. Donc, les trois, je dirais, piliers de la RSE. Effectivement. Et là, nous sommes aussi nous avons un financement en cours avec Morel et Prom, qui est une entreprise, je crois, française, pétrolière, qui va également nous mettre à notre disposition une partie de sa RSE pour pouvoir accompagner des jeunes dans la création de micro-entreprises. L'approche voudrait que les entreprises créées travaillent avec cette entreprise majeure, déjà un marché, voilà, pour éviter que nous soyons dans des situations où il faut encore rechercher des marchés, et c'est là où c'est souvent difficile en fait. Alors, donc, de façon générale, c'est un peu ce que nous faisons au Gabon, qui n'est pas parfait. C'est pour ça que nous sommes là également, c'est pour apprendre, pour améliorer ce dispositif-là et faire en sorte que nous puissions avoir de nouvelles idées pour pouvoir accompagner nos jeunes. Et je disais tout à l'heure que nous avions à peu près plus de 60% des jeunes sont au chômage. Voilà, donc il faut trouver des solutions innovantes. Et nous avons un slogan au niveau de nos services publics de l'emploi, c'est de réinventer l'emploi. Donc on est là pour essayer de réinventer l'emploi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lekumba. Alors, juste une petite question, parce que la question de la RSE m'interpelle. Moi-même, je suis cofondateur du Forum international de la RSE ici en Tunisie, donc c'est une thématique sur laquelle je travaille énormément. Est-ce que c'est défiscalisé pour ces entreprises ou est-ce qu'il y a des incitations fiscales qui sont accordées ou non? Non, il n'y a pas d'incitation fiscale pour la simple raison que chaque année, ces entreprises ont un contrat avec l'État gabonais. Et dans ce contrat, il y a un montant de RSE qui est prévu. Et cette RSE, au départ, c'est pour développer des projets sociaux. Donc, nous ne demandons pas aux entreprises d'aller prendre l'argent ailleurs. C'est juste qu'elles prennent 10, 20 à 30% de cette RSE-là pour pouvoir financer l'emploi. Je vous remercie. Merci pour toutes ces précisions. Merci. Alors, on termine ce panel avec la Belgique et Bruxelles particulièrement. Il s'agit d'une présentation qui s'intitule « Et si on parlait emploi à Bruxelles ?» À Bruxelles, hein, et pas ailleurs. Voilà, à Bruxelles, présentée par mesdames Marjorie Montagnès et Séverine Intini, qui sont des gestionnaires de projets de partenariat chez Actiris. Vous allez nous présenter Actiris, ensuite, oui, très brièvement, et puis donc ce que vous avez fait pour parler emploi à Bruxelles. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre accueil et d'avoir l'occasion de parler de cette thématique si intéressante. Alors, petite introduction aussi par rapport à notre pays et à ses spécificités. C'est un petit pays, très très complexe au niveau politique et institutionnel, mais on y observe une dynamique entrepreneuriale très intéressante. Vous aurez sans doute peut-être déjà entendu parler des entreprises brassicoles, des artisans créateurs en termes de design, de cinéma, de musique, de gastronomie. Nous avons aussi des artisans fabricants de chocolat à la réputation internationale. Ce ne sont que quelques exemples, mais Bruxelles, donc, qui est la capitale de la Belgique et qui est également la capitale de l'Europe, compte 1 200 000 habitants. Une de ses particularités, c'est que justement, avec ces différents éléments, ça en fait une ville dans laquelle 183 nationalités se côtoient. Et en termes d'emploi, ces éléments-là ont aussi une influence sur la manière dont on mène la politique d'emploi. Oui, voilà. Hop.
Donc voilà, tout d'abord je voudrais m'excuser pour ma voix et pour ma toux. Voilà, j'ai un très gros rhume, donc c'est difficile pour moi de parler sans tousser, je m'excuse, c'est pas très agréable pour vous. Donc effectivement, nous représentons aujourd'hui Actiris, qui est, comme on l'a dit, le service public d'emploi bruxellois et pas belge, puisque en Belgique nous avons la Wallonie, nous avons la Flandre, qui ont chacun leur service public de l'emploi, et nous avons Bruxelles, qui est une ville-région, la région de Bruxelles-Capitale, mais c'est aussi une simple, enfin pas une simple justement, une ville. Et donc Actiris est bien le service public d'emploi pour Bruxelles, et nous allons vous présenter les partenariats que nous mettons en place pour soutenir et accompagner les chercheurs d'emploi qui souhaitent créer leur activité professionnelle. Nous créons beaucoup de partenariats dans beaucoup de domaines différents, mais notamment sur l'accompagnement à la création de son emploi. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, bien sûr. Donc on va vous présenter ça plus spécifiquement, mais avant ça, on va vous parler un petit peu du contexte bruxellois. C'est vrai que la Belgique, c'est un pays compliqué. Il y a même un livre, La Belgique pour les nuls, que j'ai lu et que je n'ai pas tout compris. Voilà. Et donc Bruxelles a une spécificité, c'est que c'est une région très pleine d'opportunités d'emploi. Les opportunités d'emploi sont très riches et très variées, mais elles exigent souvent des diplômes universitaires, des diplômes élevés. Une idée par rapport au taux de chômage? Pardon? Une idée par rapport au taux de chômage dans la région de Wallonie-Bruxelles? Le taux de chômage. Je vais y venir après, si vous voulez bien. Ok. Oui, je vais en parler. Donc, déjà au niveau du paysage bruxellois, donc on demande des diplômes, des connaissances linguistiques, le français, mais le néerlandais aussi parce que c'est une ville qui est bilingue, l'anglais aussi de plus en plus parce que c'est une ville qui est internationale, donc 3 langues, ce qui est quand même pas évident. Nous demandons effectivement aussi des compétences numériques. Pourquoi? Parce que l'économie tertiaire et de services est très largement représentée à Bruxelles et 40% aussi des offres d'emploi concernent les services publics qui, eux, demandent des procédures de recrutement qui impliquent des processus tout à fait officiels comme le fait d'avoir un diplôme reconnu. Alors, le taux de chômage à Bruxelles, il est très élevé, donc, je trouve qu'il est assez élevé, comme vous voyez. Donc, on a 92 053 chercheurs d'emploi, ce qui fait 15%. Ici, c'est la carte de Bruxelles qu'on a mis à droite. On trouvait que c'était intéressant de vous montrer la disparité qu'il y a entre les différentes communes. On voit donc sur la zone nord-ouest, les communes qui sont en bleu foncé, un taux de chômage, par exemple, à Molenbeek de 21%, ce qui est quand même énorme, et un taux de chômage à Haut-Lieu et Saint-Pierre à droite de 8%. Donc vous voyez un petit peu les disparités qu'il y a entre une commune et une autre, alors que c'est tout petit. À gauche, en bleu foncé, c'est ce qu'on appelle le croissant pauvre de Bruxelles. C'est une région de Bruxelles où les taux de chômage sont très élevés, la pauvreté est très élevée, le logement, c'est compliqué, tout est beaucoup plus compliqué. Les caractéristiques des chercheurs d'emploi de ces 15% sont les suivantes, qu'on voit là à gauche sur le slide. Ce sont, pour 43% d'entre eux, des étrangers sans équivalence de diplôme. C'est très difficile d'avoir une équivalence de diplôme en communauté française en Belgique. C'est parfois impossible pour certains pays. Ou alors ils ont des reconnaissances inférieures. Le niveau d'études de 38% de ces chercheurs d'emploi est faible ou moyen, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau baccalauréat, ils ont le niveau primaire ou un petit peu plus tard, mais ils n'ont pas obtenu le diplôme de baccalauréat. 45% d'entre eux ont une durée d'inactivité de plus de 2 ans, ce qui est quand même très long. C'est très difficile après 2 ans de réintégrer le marché de l'emploi traditionnel, j'ai envie de dire. Et 62% d'entre eux sont jeunes, entre guillemets, ils ont entre 25 et 49 ans, donc ils sont dans la force de l'âge pour travailler. Ce qui nous fait un taux de chômage de 15,2%. Le taux de chômage en Wallonie, en Flandre, il est beaucoup plus bas. Vraiment, la Flandre se porte beaucoup mieux que la région de Bruxelles-Capitale. Et en Wallonie, c'est à peu près la même chose qu'à Bruxelles. Alors évidemment, cette situation a un impact sur la manière dont Actiris agit. Donc Actiris en tant que service public d'emploi à Bruxelles. Alors au niveau de ses collaborateurs, on est quelques 1500 personnes à travailler pour Actiris et à proposer des services aux différents publics. Donc à la fois les chercheurs d'emploi,
Une des missions, c'est l'inscription des chercheurs d'emploi, qui est une étape très importante. Nous disposons d'une base de données informatique des chercheurs d'emploi, et cette inscription permet aussi déjà d'identifier le projet du chercheur d'emploi. Et c'est à ce niveau-là que le projet entrepreneurial peut entrer en ligne de compte à travers cette identification. Nous avons aussi un rôle important vis-à-vis des employeurs bruxellois que nous accompagnons pour mieux connaître leurs besoins, pour les aider dans leur recrutement, etc. Et en fait, nous avons à la fois une action qui se veut régionale, puisque nous sommes une capitale et une région à part entière, mais comme l'expliquait Séverine, il y a aussi une grande importance à agir sur le terrain à un niveau plus local. C'est pour ça que, comme vous le voyez sur le slide, à droite, nous avons notre siège central qui est une tour. Au rez-de-chaussée de cette tour se situe la Cité des métiers, qui fait partie d'un réseau international et qui est un lieu ouvert à tous, des étudiants, des travailleurs en reconversion, des chercheurs d'emploi, et c'est un lieu d'information et d'orientation, et un des axes d'information est basé justement sur l'entrepreneuriat. Et nous avons aussi des antennes décentralisées qui se trouvent vraiment dans les communes, avec justement une offre de services qui est adaptée aux besoins de ces communes et aux besoins aussi des chercheurs d'emploi qui s'y trouvent. Alors, la traduction me dit, oui. Essayez de parler doucement, oui. Parce que vous allez trop vite. Okay. Et là, ils ont besoin peut-être de digérer un peu ce que vous êtes en train de dire. Hein, on essaie de tenir le timing. Voilà, donc on essaie un peu. Donc moi, je vous donne 2 minutes de plus. Super. Voilà. Pour être en harmonie avec les traducteurs. Et je vous demande d'applaudir les équipes de traduction, s'il vous plaît, qui sont en train de faire un excellent travail depuis le matin. Ok, donc je vais essayer de parler un peu plus lentement. Ici, on voulait vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne au partenariat. Comme mentionné par Marjorie, donc Actiris ne peut accompagner seul l'ensemble des chercheurs d'emploi bruxellois parce qu'ils sont nombreux et que nous proposons une offre qui est généraliste. Nous faisons des actes administratifs, l'inscription, la réinscription, le bilan socio-professionnel et la réorientation vers les partenaires. Parce que, en effet, nous collaborons avec plus de 220 partenaires qui, eux, vont mettre en œuvre des parcours spécialisés pour accompagner les chercheurs d'emploi de manière beaucoup plus spécifique que nous, Actiris, avec une méthodologie différente et adaptée. Pour mener ces partenariats dans notre service, nous devons respecter une série de balises. Alors, les balises, elles sont là à gauche sur le slide. Nous avons des contraintes financières, bien entendu, puisque nous avons des budgets souvent à enveloppe fermée, des contraintes budgétaires fortes suite à des multiples crises. Nous avons des contraintes administratives fortes parce que nous sommes une institution publique et que nous faisons des cahiers de charges complexes. Nous avons des cadres, ce n'est pas une contrainte, mais un cadre politique à respecter aussi, puisque souvent nous avons des impulsions qui viennent directement du cabinet du ministre qui veut mettre l'accent sur tel ou tel public cible, par exemple les femmes rentrantes, les jeunes, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà. Et donc, en suivant ces différentes contraintes, nous designons un appel à projet. On aime bien aussi aller à la rencontre du terrain, parce qu'on est un petit peu dans notre tour d'ivoire. Vous avez vu la tour. Nous, on est là, on n'est pas en contact avec les chercheurs d'emploi au partenariat, on est en contact avec les partenaires. Mais on aime bien aller à leur rencontre et tenir compte des évolutions socio-économiques de la ville afin de réaliser une analyse de besoins la plus réaliste possible et de formuler des recommandations qui remontent du terrain. Nous avons également une culture de l'évaluation qui est très forte. On rencontre les partenaires plusieurs fois par an. On évalue leurs pratiques, on évalue l'impact de leur réalisation. Est-ce que les impacts sont positifs ou moins positifs que prévu? On analyse les performances, c'est-à-dire les taux de mise à l'emploi, et on se remet en question aussi, nous, chez Actiris, quand les partenaires nous disent « ça ne fonctionne pas bien, on a du mal à mener les actions correctement », on revoit ça dans le cahier des charges suivant, dans la mesure du possible, puisqu'on a des contraintes politiques, comme je le disais avant.
Donc on tient vraiment à cœur à avoir une approche collaborative. C'était moins le cas il y a 10 ans, il faut quand même bien le dire. On avait une approche quand même assez de sous-traitance. On donnait des budgets à des partenaires et on dictait un petit peu les grands principes. Mais nos partenaires ont un pouvoir politique communal ou local beaucoup plus fort et se font entendre, et ils ont bien raison. Donc nous collaborons maintenant avec eux pour essayer de trouver des approches qui conviennent à tous. Nous essayons aussi de... Une minute. Pardon ? Une minute. Pour tout ou pour ce Oui. slide ? Non, pour tout. Ouh là là. Oui. Okay. Ben voilà, donc nous coordonnons le réseau, nous animons l'écosystème, nous faisons des appels à projets, des dossiers de candidature, nous composons un comité de sélection qui sélectionne les meilleurs dossiers de candidature et nous les finançons en leur octroyant des subventions pour mener à bien les actions. Voilà, on va peut-être passer au slide d'après. Alors, l'une de nos mesures de partenariat s'appelle l'accompagnement à la création de son emploi. Donc, un des objectifs pour nous, évidemment, c'est que les chercheurs d'emploi sortent du chômage. Et évidemment, devenir indépendant, créer son propre emploi, pour nous, c'est très important, même si ce n'est pas un objectif à tout prix. Donc, notre mesure... elle vise 2 objectifs. À partir du moment, comme vous l'avez vu, où un chercheur d'emploi nous parle d'un projet entrepreneurial, on va l'orienter vers l'un de nos 6 partenaires qui va être en mesure de proposer un accompagnement très spécifique parce qu'on estime vraiment que la création de son emploi doit passer par des étapes clés et on a besoin alors d'avoir des partenaires qui ont vraiment cette expertise-là. On part aussi du principe que pour tous les chercheurs d'emploi, et ça avait été identifié précédemment, il y a de toute façon, même si le projet entrepreneurial n'est pas concrétisé, il y a un renforcement des compétences qu'on observe, il y a une meilleure confiance en soi, et même si le chercheur d'emploi ne devient pas indépendant en tant que tel, on a observé que ça pouvait vraiment lui redonner une énergie et une confiance en lui pour trouver aussi un travail en tant que salarié. Alors, je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Parce oui. que nous avons... Mais notre parcours est assez similaire finalement. On demande à nos partenaires, même s'ils ont des méthodologies et des outils spécifiques, de respecter ce parcours qu'on estime justement très très important, c'est-à-dire une information aux chercheurs d'emploi. Il faut qu'ils soient en capacité de connaître avant toute chose les exigences du statut d'entrepreneur. Après, une étape clé que nous soutenons financièrement, c'est l'analyse d'un diagnostic avec le chercheur d'emploi pour analyser le degré de maturité de son projet, dans quel état le chercheur d'emploi se situe à l'instant T. Il se peut que le projet doive être reporté à un moment. Pour ceux par rapport auxquels le diagnostic est OK, ils peuvent poursuivre vers un accompagnement pré-création. Et ensuite, justement, nous avons aussi, on peut l'observer, un taux de faillite qui est quand même assez important. On propose encore un accompagnement de 6 mois une fois que la création est lancée, donc que le chercheur d'emploi est devenu entrepreneur pour aborder d'autres sujets avec lui. Et la région de Bruxelles-Capitale a mis en place un incitant financier aussi pour aider les chercheurs d'emploi qui n'ont pas forcément des revenus très importants à se lancer dans les meilleures conditions possibles et donc à limiter les risques. Merci à vous deux, donc Marjorie et Séverine, pour toutes ces informations-là. Alors, je vais solliciter la salle. Je vais prendre 2 questions, 2 remarques, si vous voulez interagir avec nos panélistes, donc vous leur posez des questions, bien évidemment en étant bref, concis et direct. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à faire? Tout a été clair, paraît-il. Tout a été clair. Alors, on va remercier, s'il vous plaît, Madame Feten Ayari, merci beaucoup sous vos applaudissements. Madame Imen Rlela, Madame Marjorie, Madame Séverine aussi, Monsieur Séverin et Siwelid Barhoumi également. Merci d'avoir été sur ce panel et merci de nous avoir instruits.